il fait des tweets où il explique que on va mettre au point la fusion nucléaire, qu'on va effectivement réussir à repousser l'âge de la mort, qu'on va avoir une conquête spatiale de masse, mass scale en version originale. Donc il y connaît pas grand-chose en fusion nucléaire, je pense, et puis ni en conquête spatiale, mais finalement, avec une légitimité liée au fait d'être entrepreneur à succès, d'une certaine manière, il va venir mettre ça. Quel est le degré de foi qu'ils ont dans le progrès technique, ces gens-là? C'est Elon Musk, c'est Jeff Bezos, à quel point on peut dire que c'est une croyance? En fait, moi, je sais pas si faudrait vraiment les allonger sur un divan, quoi, ou les faire venir ici. Est-ce qu'ils y croient vraiment, ou est-ce qu'il y a une Déjà, posture derrière ça? qu'est-ce qu'ils promettent? En tout cas, dans la posture, on a des gens qui effectivement vivent ou ont vécu une aventure entrepreneuriale, qu'on pourrait appeler, en tout cas techniquement respectable. Alors après, peut-être que sur les débuts, tout n'est pas parfaitement clean. Parfois, on a arnaqué quelques associés ou je sais pas quoi. Bon, peu importe. On va dire que d'un point de vue technique, on peut dire c'est vrai que Musk, il reprend une usine de voitures, il en fait un truc de production de voitures électriques assez disruptif, avec des prix finalement beaucoup plus bas que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà, il va changer les choses. Donc on peut idem, on pourrait dire ok, il arrive aujourd'hui à faire que ces ingénieurs ont conçu des fusées qu'on arrive à récupérer avec 2 bras, et avec le premier étage qui atterrit. Donc ça, c'est une espèce de performance, on pourrait dire technique, enfin, ou organisationnelle plutôt, d'avoir mis des gens capables d'atteindre ce niveau technique-là. Mais ensuite, finalement, le fait d'avoir fait ça, ça nous fascine d'une certaine manière collectivement, et du coup, on gobe tout ce qu'ils nous racontent, quoi. Mais sauf que il y a une différence entre récupérer une fusée avec 2 bras, c'est très très compliqué sans doute, et il y a beaucoup de calculs et beaucoup de je sais pas quoi, d'intelligence artificielle ou pas, en tout cas de logiciels, c'est sûr, mais ça veut pas dire qu'on va réussir à inventer le saut dans l'hyperespace, quoi. Et entre les deux, la planète Mars, on va voir, quoi. Donc il y a Juste, peut-être, est-ce que tu peux rappeler quelles sont les promesses de Musk, de Bezos sur, Oui, alors il y en a. Bon, chacun a un peu les siennes, mais je vais en prendre un qui est assez sympa. C'est Sam Altman, donc qu'on connaît, qui était pas trop connu du grand public, qui est cofondateur d'OpenAI, et donc maintenant plus connu parce que avec ChatGPT qui est arrivé en novembre 2022, je crois, sur le marché, enfin la version grand public. Lui, il fait des tweets où il explique que on va mettre au point la fusion nucléaire, qu'on va effectivement réussir à repousser l'âge de la mort, qu'on va avoir une conquête spatiale de masse, mass scale en version originale. Donc il y connaît pas grand-chose en fusion nucléaire, je pense, et puis ni en conquête spatiale, mais finalement, avec une légitimité liée au fait d'être entrepreneur à succès, d'une certaine manière, il va venir mettre ça. Alors, Musk et Bezos, c'est différent. Effectivement, eux se sont lancés vraiment opérationnellement dans l'aventure spatiale, on sent une petite battle quand même entre les deux. Ils sont pas tout à fait sur la même chose. Donc, qui aura la plus grande fusée? C'est ça. Mais en fait, il y a Musk qui est plutôt sur une logique. Je pense d'ailleurs qu'on lui reproche un peu de dire on va aller sur Mars comme planète B, puis ça permet de pourrir la première. Je pense que c'est pas ça son idée. Son idée, c'est vraiment de dire on est sur 2 planètes en même temps, et donc s'il y a un astéroïde qui se crache sur la première en version moins 66 millions d'années, les dinosaures, je crois que c'est ça à peu près. Du coup, on a un problème de survie. Au moins, on est sur Mars, donc on pourra re-ensemencer, si je puis dire, la planète Terre, et on sait que la démographie peut être dynamique, il n'y a pas de souci, on arrivera à faire ça. Donc lui, c'est plutôt cette idée-là. Tandis que Bezos, il est sur un plan beaucoup plus messianique, je dirais, que Musk. Lui, il est vraiment câblé avec un prof qu'il a connu pendant ses études, qui s'appelle Jeff O'Neill, qui lui avait dans l'idée que en fait c'est complètement idiot de conquérir une autre planète. Parce qu'en fait, d'un point de vue énergétique, c'est hyper compliqué d'atterrir et redémarrer d'une planète, on va dire de la taille de Mars ou bien de la Terre. Parce qu'en fait, il faut t'extraire de la gravité, c'est vraiment coton, quoi. Donc, il faut mieux te mettre sur des endroits où il y a moins de gravité, par exemple la Lune, ou encore mieux, pas du tout de gravité,
c'est-à-dire des stations orbitales qui, avec différents mécanismes, pourraient tourner sur elles-mêmes et assurer la gravité, une sensation de gravité à leurs habitants tout simplement par le phénomène d'accélération. Parce que la gravité, c'est pareil que l'accélération nous expliquerait Einstein ou Étienne Klein. Donc l'idée de Jeff O'Neill, c'était vraiment de construire ces stations qui pouvaient avoir différentes tailles. Ça pouvait démarrer avec des stations relativement petites, mais de terminer avec des stations de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre potentiellement. Donc, il faut monter beaucoup de matériaux. Comment on monte ces matériaux ? En fait, on pourrait monter, c'était leur plan, hein, des matériaux critiques, quelques matériaux critiques, des métaux un peu bizarres et tout ça de la Terre. Mais l'essentiel des matériaux, on les récupérait plutôt de la Lune, parce que c'est plus facile de s'extraire de la gravité de la Lune. Voilà, c'est un peu leur idée. Et donc Bezos, il est vraiment parti sur ce plan-là, mais en version plus, hein, puisque lui, il dit qu'effectivement, on va industrialiser la Lune ou l'espace, et que du coup la Terre, ça sera un endroit de récréation, en anglais, je cherche le mot français, un endroit où on habitera, ça sera sympa, tout sera dépollué parce qu'il n'y aura plus des méchantes industries, toutes les méchantes industries seront dans l'espace, donc les hauts fourneaux, tout ça, je sais pas comment il va faire, mais bon voilà, c'est un peu l'idée. Et puis on va construire ces stations orbitales, et finalement quand tu fais le calcul du nombre de tonnes qui seraient nécessaires par personne, finalement de tonnes de ressources pour construire ces stations, finalement, c'est peut-être pas tant que ça, c'est peut-être de l'ordre de, je sais pas, quelques dizaines de tonnes par personne. Si on comparait un peu à l'univers terrestre, à une maison, ça pèse à peu près 100 tonnes. Voilà, donc 100 tonnes de matériaux juste pour se loger. Et dans l'espace, finalement, on serait un petit peu plus, on optimiserait un peu tout ça, donc ça serait peut-être de cet ordre de grandeur. Et finalement, en puisant dans des ressources de la Lune, en puisant dans des ressources des astéroïdes, le coût de transport, il est nul, parce que dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Donc, je donne une petite accélération, je peux déplacer plein de matériaux et puis après, je les freine. Voilà, donc ça, c'est génial. Et ça permettrait, donc, lui, il dit qu'on pourrait accueillir 1000 milliards de terriens et que ça serait génial d'ailleurs parce que 1000 milliards de terriens, c'est top parce qu'on pourrait avoir 1000 Mozart, 1000 Michel-Ange. Il prend des exemples comme ça. Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, il recycle des vieux trucs, là aussi, des années 70. En fait, notre inspirateur, c'est un économiste qui s'appelle Julian Simon, qui était un cornucopien parmi les cornucopiens, ça c'est clair. Il y a encore aujourd'hui le Cato Institute, qui est un truc à Washington financé par des officines, plutôt par des grands groupes, on va dire. Donc c'est plutôt, je suis pas spécialiste de ça, mais on va dire que c'est plutôt des choses un peu autour de la liberté d'entreprendre, appelons ça comme ça. Faut laisser les entreprises s'épanouir, quoi. Voilà. Donc c'est une espèce de petit institut Montaigne, mais je dis ça sans méchanceté pour l'Institut Montaigne. Et donc ce Cato Institute, il tient encore un Julian Simon Index, donc un index Julian Simon d'abondance, où il calcule que chaque année, les ressources sont plutôt en train de baisser qu'en train de monter, ce qui est donc la preuve qu'on va vers un monde d'abondance et pas vers un monde de pénurie, vu d'un économiste. Donc c'est vraiment une grande figure du cornucopianisme. Et en fait, du coup, parmi dans ses attaques avec les Malthusiens, il se cognait un peu avec les Malthusiens, avec des Malthusiens célèbres aussi, comme Paul Ehrlich, qui avait écrit The Population Bomb. Et ils ont notamment passé un pari célèbre, fait un pari célèbre en 1980, 10 ans plus tard, en fait, tout le monde s'en foutait parce qu'il y avait la chute de l'URSS, tout ça. Donc le débat était passé à autre chose. Mais en fait, ils ont fait un débat, un pari sur le prix des ressources que Ehrlich a perdu d'ailleurs contre Simon. Et alors pourquoi je dis ça ? Tu peux raconter juste le pari ? Le pari, oui. Alors le pari, c'était qu'en fait, donc Simon disait les ressources, en fait, le prix des ressources va baisser, et c'est la preuve qu'on va vers l'abondance. Et donc moi, Simon, je suis prêt à prendre n'importe quelle ressource, n'importe quel terme dans le futur, à condition que le prix de cette ressource ne soit pas régulé. On en revient un peu à la liberté d'entreprendre. Faut que surtout le marché ne s'occupe pas trop de tout ça. Faut pas qu'il y ait des taxes, des trucs, des subventions. Donc un prix libre sur le marché, l'offre et la demande. Si le prix baisse, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc, prenez ce que vous voulez et faites ce pari. Et celui qui va relever le pari, c'est effectivement Paul Ehrlich, qui a, depuis la fin des années 60 et The Population Bomb en 68, je crois, est vraiment une figure du mouvement, on pourrait dire écologiste néo-malthusien, quoi, aux côtés de Denis Meadows et quelques autres. Et donc, il prend le pari et ils vont prendre en fait $1000, $200 de 5 ressources que Ehrlich choisit. Alors, je crois qu'il y a le nickel, le chrome, le cuivre, le tungstène et l'étain, de mémoire. On peut vérifier, mais c'est 5 métaux, on va dire, qui sont relativement peu subventionnés
substituable en fait. L'étain, ça sert pour la soudure. C'est un point de fusion qui est assez bas. Il n'y a pas tellement de métaux autres qui savent faire ça, par le plomb, mais le plomb, c'est pas terrible pour des questions sanitaires. Le chrome, ça sert, et le nickel, ça sert pour les aciers inox. C'est pas encore les batteries. Les batteries au nickel viendront plus tard, mais enfin, au lithium et au nickel. Donc voilà, ils prennent ces 5 ressources, $200 virtuellement, et puis en fait, 10 ans plus tard, ils vont regarder effectivement ce que sont devenus ces prix des ressources, à la fois en dollars courants, mais aussi en dollars constants, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, puisqu'il y a les États-Unis imprimant un peu des billets chaque année, le dollar s'effrite un petit peu. Et effectivement, Ehrlich perd ce pari. Il envoie un chèque, c'est Anne Ehrlich d'ailleurs, je crois, sa femme, qui envoie un chèque. Le chèque est disponible sur Internet, enfin le scan, de $576,07 de mémoire, parce que le prix des ressources a effectivement baissé. Et alors, pardon pour cette longue circonvolution sur Julian Simon, mais pourquoi je dis ça? Parce que, donc, Ehrlich disait, il faut qu'on fasse moins d'enfants, c'est le principe du néo-malthusianisme. Il faut qu'on consomme moins par personne, mais il faut aussi qu'on fasse moins d'enfants. Lui, il écrit dans les années 50-60, donc avec une poussée démographique très forte. Et Simon dit, mais non, c'est le contraire, en fait. Plus on sera nombreux, moins il y aura de pénurie, plus on sera heureux, parce qu'en fait, au fur et à mesure, on aura de plus en plus de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, de connaissances dans toutes les industries, etc., qui fait qu'on va, au contraire, grâce à l'innovation technologique, repousser la pénurie. Alors, Simon ne prenait pas ses vacances sur la Côte d'Azur, je sais pas quoi. Mais bon, voilà, il y a toujours des solutions. Lui, il disait, par exemple, plus on sera nombreux, plus il y aura des espaces naturels disponibles, par exemple. Il disait ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais derrière, il avait tout un raisonnement qui était de dire, si, parce qu'on sera plus nombreux, on sera plus riche grâce à l'innovation. Si on est plus riche, on pourra consacrer de l'argent à protéger des lieux. Et puis du coup, ça marchera bien. Alors, il y a plein de trucs comme ça qui existent aujourd'hui. Mais alors, je finis sur Simon et après, ça me fait penser à autre chose. Désolé, je sais pas si ça va durer 1 heure, on verra. Donc Simon, il disait, non, qui suis-je en fait pour décider que quelqu'un ne fasse pas un enfant, alors que cet enfant, ça sera peut-être un nouveau Michel-Ange ou un nouveau Mozart, quoi. Et donc, voilà, il emploie exactement ces termes-là. Il l'écrit, d'ailleurs. Et donc, Jeff Bezos, 40 ans plus tard, en gros, il reprend le truc, mais lui, il fait la règle de 3, quoi. Il dit, en fait, là, 1000 milliards, ça fera 1000 Mozart, quoi, forcément. Bon, alors, déjà... Petit aparté, juste Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, mais c'est aussi le fondateur de Blue Origin. Oui, pardon, alors c'est avec sa casquette Blue Origin, évidemment, qui fait tout ça. De tourisme spatial, mais Alors, qui est du tourisme spatial, mais avec l'idée que, en fait, le tourisme spatial ne serait qu'une étape un peu bankable. En fait, en gros, aujourd'hui, je pense que ça perd plutôt de l'argent, en réalité. C'est plutôt la danseuse du patron, ce truc-là. Donc, lui, il a laissé la direction opérationnelle d'Amazon et d'Amazon Web Services, qui est la vache à lait du groupe, à quelqu'un d'autre, dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais voilà, qui doit être très compétent. Et lui, pour officiellement se consacrer à son yacht et puis à l'aventure de Blue Origin. Donc oui, c'est cette idée vraiment que ça va prendre sans doute quelques dizaines d'années, voire plus. Donc oui, d'accord, les grandes stations orbitales en forme de donut vont pas arriver tout de suite, mais c'est pas grave. C'est l'aventure de l'humanité. On n'est pas la Terre, c'est le berceau de l'humanité. On reste pas toute sa vie dans un berceau. Donc notre vocation, c'est de sortir. Et donc on va y aller. Et finalement, eux, ils vont être là pour être un peu disruptifs et permettre en fait cette possibilité.